bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les évêques de la Senco sont loin, je dirais même très loin de convaincre les opposants signataires de l'accord du 18 octobre dernier. Ils sont rencontrés encore aujourd'hui une farouche résistante de l'OPSA, la plateforme que dirige Sami Badibanga, a dit non au prince de l'église catholique. À la une également, à 24 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre des Sports mobilise les différentes couches de la population en jeu, soutenir les Léopards du Congo démocratique qui jouent leur premier match. Ça sera lundi prochain. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais à l'instant même, dans la recherche de l'inclusivité du compromis politique du 31 décembre, les princes de l'Église catholique ont rencontré ce vendredi à l'hôtel du gouvernement les opposants signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine qui refusent toujours de signer l'accord du 31 décembre dernier devant José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Rouberois. Les catholiques ont signifié plutôt à ces opposants membres du gouvernement Badibanga que les travaux qui s'effectuent ne concernent pas seulement le rassemblement, mais aussi tous les acteurs pour plus d'inclusion et de paix. D'après l'abbé Donatien Cholet, les signataires de l'accord du 18 octobre n'ont pas donné écho favorable à l'appel des évêques catholiques. Ils ajoutent qu'aucune assurance n'a été donnée par rapport à leur adhésion à l'accord de la Senco, mais, dit-il, ils finiront toujours par signer. Poursuite ce vendredi des arrangements politiques particuliers au centre interdiocésain. Il est toujours question, puisque les travaux sont en cours, de la répartition des responsabilités au sein du futur gouvernement, et la majorité et le rassemblement tardent à se mettre d'accord sur les nombres des candidats à proposer pour la primature, et selon les évêques, les arrangements particuliers risquent de prendre plus de temps que prévu. Monseigneur Fridolin Ambongo s'exprime. Il est interrogé par Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Le point qui nous a occupé aujourd'hui, c'était la répartition, la clé de répartition de responsabilité. Parce qu'il faut partir du souci d'inclusivité pour que dans la répartition, dans la formation du nouveau gouvernement, qui ne sera pas un gouvernement budgétivore, que chaque partie prenante se retrouve là-dedans. La clé de répartition de responsabilité, maintenant il appartient aux politiciens de se concerter. Parce qu'il s'agit de, comme on dit, un marché où personne ne doit sortir perdant. Je te donne ça, tu me donnes quoi? C'est un peu ça le marché. Alors là, ils ne peuvent pas le faire dans la salle. Ils vont se concerter durant la nuit, je ne sais pas comment ils travaillent, mais ils auront besoin de se concerter. Le rassemblement va proposer combien de candidats pour la nomination du Premier ministre? Cette question n'est pas encore complètement clarifiée, parce qu'il y a deux visions un peu différentes. Il y a la majorité présidentielle qui avait demandé 7 candidats et le rassemblement, un seul candidat. Donc on est en train d'harmoniser les choses, mais pour des questions pareilles, il faut parfois remonter aux autorités morales. Cependant, ma fin demain, les travaux? Nous espérons, mais rien n'est moins sûr. Je vous ai toujours dit ça avec le politicien, on ne peut pas jurer d'avance. Dans l'accord, il était dit que l'accord entre en application, en vigueur à la date de sa signature. Mais ce qu'on n'avait pas pris en considération, c'est qu'on ne peut pas appliquer l'accord sans l'arrangement particulier. Et le jour que nous perdons maintenant pour étoffer ces documents, arrangement particulier, est-ce qu'il faut soustraire ça des 14 jours que nous avions convenus, ou il faut commencer à compter à partir de la signature de l'arrangement particulier? Ça, c'est des questions que nous allons voir. Dans l'entretemps, les délégués de l'Observatoire de la société civile pour le suivi du dialogue ont passé au peigne fin ce vendredi à Kinshasa la situation socio-politique du pays. Parmi les points abordés au cours de ces assises axées sur la gestion et le suivi du processus de la transition, les contributions de la société civile pour la cohésion nationale. Hermione Yonvou, Tapi Loutounou et Eric Ndongala.
Contribuer à la préparation et à la participation efficace de la société civile pour un processus de transition démocratique apaisé et des élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo, suivant les échéances de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, c'est l'objectif des assises de la société civile congolaise sur la gestion du processus de transition démocratique en RDC. Ainsi, au dialogue, il y a des membres de la société civile qui ont participé, il y a eu plusieurs composantes, il y a ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui n'étaient pas à l'intérieur, mais d'une manière globale, la société civile, pour le compte de la population, se donne le devoir et l'obligation de suivre le processus qui est mis en place. Aujourd'hui, la transition qui commence, nous voulons nous imprégner effectivement de comment nous pouvons suivre cette transition, comment nous pouvons être l'œil du peuple, afin que la transition soit réussie et que les élections soient réellement organisées. L'Observatoire de la société civile pour le suivi du dialogue veut accompagner les efforts des acteurs sociopolitiques congolais pour un aboutissement heureux du processus de transition démocratique et la tenue des élections suivant les échéances de l'accord politique de la SENCO. Pour le reste des assises, je souhaiterais qu'elles ne soient pas des assises rhétoriques où on vient élaborer de bonnes phrases de français, mais qu'elles soient beaucoup plus actives, que nous soyons beaucoup plus présentes sur terrain pour accompagner ces processus. Si les évêques s'activent à trouver un compromis final au centre interdiocésain, d'autres hommes des dieux prient pour la paix en République démocratique du Congo. C'est le cas du pasteur Marcel Dibofo, responsable du ministère chrétien des délivrances intégrales. Il organise une retraite des prières sous les thèmes que Dieu prenne en charge la cause de la République démocratique du Congo. Pour lui, en tout cas, l'Église a un devoir prophétique de guider la nation. C'est un reportage de Hermione Yonvu et de Jires Chimanga. Depuis octobre 2016, l'Église ministère chrétien des délivrances intégrales organise des séances de prière. Une chaîne de prière née en 2010 à la suite d'un message divin. Le pasteur Marcel Dibofo aurait reçu une prophétie sur l'avenir proche de la RDC. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière, c'est Dieu. L'obscurité, c'est le diable. Et il y a des gens pour conserver certains postes. Ils vont voir le diable. C'est au détriment de la nation. Celui qui conserve son poste par les forces occultes, va-t-il servir la nation? Non. Il travaille pour lui, pas pour le pays. Au regard de cette mission divine, l'Église maintient le drapeau sur l'autel pour l'intervention de l'Éternel. Nous maintenons le drapeau sur l'autel de l'Éternel pour que le Seigneur, à chaque fois que nous allons l'invoquer, il vienne dans notre nation. Vous voyez, à l'époque de Mobutu, le feu Dominique Sakombe avait dit que le drapeau était parti en Égypte pour qu'on fasse avec la magie noire, les cérémonies de la magie noire. Et cela avait de l'incidence négative sur la nation. Le pasteur Marcel Dibofo soutient la démarche des évêques, les arrangements politiques particuliers en vue de l'intérêt général de la communauté. Le Seigneur m'avait parlé sur l'avenir du 5e président. Et l'homme qui va gouverner ces pays selon la justice et l'équité. Je suis vraiment avec les évêques. Monseigneur Marcel Outembi, je l'ai suivi à la télé, remerciant tous ceux qui prient pour le dialogue. Alors nous sommes en train de prier pour ce dialogue et Dieu soit loué, on a vu les évêques guidés par Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Et ils sont allés à gauche et à droite pour voir tout le monde. Et les gens étaient d'accord, ils se sont réunis autour des évêques. L'Église MCDI s'est fixée cette année avec l'Éternel sur le passage des Saintes Écritures. Oui, mon Dieu t'apporte en 2017 quelque chose de splendide, d'Ésaïe 46, 13. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage signé par Hermione Yonvu. Le gouvernement vient au secours des victimes des dégâts causés par les récentes pluies à Boma. Nous sommes là au Congo central. Il vient d'acheminer un important convoi humanitaire. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier, c'était donc hier, en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Hermione Yonvu.
48 heures après sa libération, Carbone Béni, le seul militant libéré parmi les 5, retrace les circonstances de son arrestation. Je suis en train de comparaître devant les OPJ presque chaque jour. Je devais répondre à des questions chaque jour, je devais discuter chaque jour sur des éventuelles préparations contre le pouvoir, ce que nous faisons, ce que Filimbi fait, ce que moi-même je fais, ce que je constitue comme danger pour la République. Et pourtant, tout notre activisme, toute notre lutte, elle est non violente, elle est pacifique et elle est non partisane. Donc, on n'est pas derrière qui que ce soit, on ne milite pas avec des armes à feu, avec des armes blanches. C'est une conscience de jeunes qui va de l'individuel au collectif. Et nous ne constituons pas un danger du... Il lance un appel d'espoir aux jeunes Congolais. Je tiens personnellement, en tant que jeune, à mobiliser encore une fois de plus la jeunesse congolaise tout entière. À mobiliser les citoyens et citoyennes congolais pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas perdre l'espoir parce que peut-être nous sommes en train de vivre la même réalité que nous avions vécue l'année dernière. Ce militant du mouvement Filimbi a été arrêté le 13 décembre devant les installations de la SENCO. Mesdames, Messieurs, vous venez là de suivre plutôt le reportage lié à la libération du chargé des mobilisations du mouvement citoyen Filimbi qui a tenu une conférence de presse. Vous avez suivi, Carbone Béni condamne ces types d'arrestations. Il a dénoncé en même temps les moments difficiles qu'il a vécu lors de sa détention préventive. Mais avant ça, je vous le disais, le gouvernement était au secours des victimes des dégâts causés par les récentes pluies à Boma, au Congo central. Il a acheminé un important convoi humanitaire. La cérémonie s'est déroulée, c'était en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Hermione Yanvou. Plus de 50 morts et d'importants dégâts matériels, tel est le bilan de l'inondation survenue en cette fin d'année 2016 dans la ville de Boma, au Congo central. Raison pour laquelle le gouvernement central a acheminé une assistance humanitaire pour les victimes des inondations. Premier ministre, j'autorise le convoi de quitter Kinshasa pour apporter l'assistance à la population de Boma qui a connu beaucoup de difficultés suite aux inondations que tout le monde connaît. Donc ces véhicules seront convoyés par quelques membres du gouvernement jusqu'à Boma et immédiatement, à partir de demain, on va distribuer cette assistance à la population sinistrée. Le ministre des Affaires sociales a indiqué pour sa part que cette assistance composée des vivres non vivres est une réponse aux besoins primaires des communautés victimes. C'est une première intervention d'aide d'urgence du gouvernement avalisée par le Premier ministre. Vous voyez le nombre de véhicules, ça justifie la hauteur de l'assistance que le gouvernement et aussi vous devez le savoir que c'est juste une intervention, une réponse à une évaluation que je peux dire partielle, une évaluation d'urgence. Et nous avons dit qu'on ne va pas traîner parce que l'assistance finale doit se faire après l'évaluation finale qui sera faite par les équipes qui sont sur le terrain. Ce convoi est apporté par quelques membres du gouvernement et dès la fin de cette semaine, on va procéder au démarrage de la distribution des dons aux bénéficiaires. On ne quitte pas encore le Congo central. Cette fois-ci, rendons-nous à Matadi où le ministre d'État en charge de la fonction publique a séjourné. Sur place, Michel Bongongo a sensibilisé les agents et cadres de l'administration sur la réforme au sein de la fonction publique. C'est un carnet de voyage de Bienvenue Babois et d'Alain Zongola. La République. La modernisation en cours de l'appareil administratif congolais dans toutes ses dimensions
a constitué l'essentiel de l'adresse de Michel Bongongo à sa base. Il a d'abord expliqué l'importance de cette réforme aux agents et fonctionnaires. Il est parti de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires effectuée avec les syndicalistes dans plusieurs provinces, dont le fruit ont permis la mécanisation des agents et fonctionnaires non payés pour donner les perspectives d'avenir, notamment la maîtrise progressive des effectifs de l'administration publique en passant par le recensement et la mise en retraite. Pour que cette réforme de l'administration publique devienne une réalité vivante dans la vie des fonctionnaires, des agents de l'État, il faut parler avec ces agents de l'État. Il faut évaluer le processus, n'est-ce pas, déjà réussi. C'est ça, cet exercice que nous sommes en train de faire, que nous avons initié. Nous avons commencé ici au chef-lieu, n'est-ce pas, de la province du Congo central, et nous allons continuer sur l'ensemble de l'étendue de notre pays. Rien n'est immense pour un homme et une femme qui est déterminé à servir notre pays. La bonne information transmise à la base a permis aux fonctionnaires de l'administration publique du Congo central de mieux comprendre les enjeux de la réforme. Nous avons pu noter dans les dires de son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, qu'il va s'y atteler et il se mettra corps et âme pour résoudre le problème et surtout mettre en application ce processus de réforme. Et aussi nous avons pu noter en lui un sens de quelqu'un qui est déterminé, qui se prouve par un réalisme politique. C'est tout ce que nous voulons. Dans le cadre de ces rencontres de prise des contacts, la ministre des Droits humains a échangé avec les activistes des droits de l'homme. Marie-Ange Mouchébekwa était en face de responsables de l'Azado et de la CAGE. Sur la table, la situation des droits de l'homme au Congo démocratique. Amen Dimwani et Doudou Kassouba. Pour les ministres des droits humains, la démarche poursuivie consiste à créer un cadre d'échange commun avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine des droits humains. Après le mouvement citoyen, c'est au tour des organisations de défense des droits de l'homme de conférer avec Marie-Ange Mouchébekwa. Pour ses membres d'ACAGE et Azado, l'occasion valait la peine. Je crois que pour nous, c'est une grande chose, le fait que ce soit un ministère autonome. Et nous pensons que par cela, les choses iront de l'avant, dans ce sens que Madame la ministre fera de son mieux pour contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. C'est ça qui est très, très important pour nous. Nos attentes, c'est qu'on puisse améliorer la situation des droits de l'homme. Par exemple, il y a des cas de détention illégale, il y a la criminalisation un peu d'exercice de liberté publique. Aujourd'hui, il y a des interdictions, on ne sait pas marcher, on ne sait pas manifester, on ne sait pas se réunir dans la ville de Kinshasa. Ce sont des mesures que nous l'avons demandé de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on puisse lever ces mesures-là. Depuis le début de cette série d'échanges avec Marie-Ange Mouchébekwa, l'autonomie du secteur des droits humains dans le gouvernement est un avantage pour ceux qui opèrent dans les secteurs. Mesdames, Messieurs, vous avez sans doute rectifié avec moi que c'était plutôt les responsables de la VSV, la Voix des Sans-Voix. Au ministère du Plan, Jean-Lucien Boussa a échangé avec son collègue de la coopération au développement. Les deux ministres ont posé les bases d'une synergie d'action entre les deux services. Jean-Lucien Boussa s'est entretenu également avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Amen Dimwani. Entre le ministre d'État en charge du plan et le numéro 1 de la coopération au développement, une synergie d'action positive peut aider à relever les défis auxquels ces deux services de l'État sont confrontés. C'est pourquoi les équipes techniques de Jean-Lucien Boussa et Clément Kankou étaient associées à cette rencontre. Les deux ministres ont également envisagé le renforcement des fonds de contrepartie. Il y a des aspects qui nous mettent ensemble et pour lesquels nous avons envie de gérer avec beaucoup d'efficacité. Le premier aspect est celui de l'aide au développement. Sur ces questions-là, nous avons besoin de relever les défis de la coordination de l'aide au développement. Nous avons aussi envie de relever les défis de l'assurance des bailleurs de fonds.
envers la République démocratique du Congo. Lorsque ces deux ministères travaillent ensemble, les bailleurs sont assurés que l'aide au développement est bien coordonnée. Autre échange, c'est celui que Jean-Lucien Boussa a eu avec la responsable de l'UNFPA. Avec le ministre, nous avons décidé de revoir le plan stratégique de développement pour voir des objectifs ambitieux et d'autres plus proches, plus facilement atteignables. Et avec l'appui de toutes les agences et des agences bilatérales et multilatérales, nous pourrons travailler pour aider la RDC à lutter contre la pauvreté. Bien avant cela, le numéro 1 du plan avait procédé à la remise officielle d'une convention médicale signée avec un centre hospitalier de la place. C'est une joie énorme. Nous avons perdu des cadres parce qu'il n'y avait pas de soins de santé. Et beaucoup de gens sont morts parce qu'on ne pouvait pas venir en aide à ces gens-là. Et nous remercions grandement son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui vient de poser ces grands gestes en faveur des agents et cadres du ministère du Plan. Terminons cette ronde des ministères à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Gaston Moussemena a visité ce vendredi le Fonds des promotions de l'éducation nationale. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette structure. Le directeur général du FPE a saisi la balle au bon pour exposer les difficultés que rencontre cette entreprise en vue de chercher des solutions. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication suspend pour 15 jours 4 journaux. Il s'agit de la Percée, de l'Avis d'appel, du Congo Nouveau et de la Dépêche. Ils sont accusés d'avoir refusé de répondre à l'invitation du bureau du CESAC. La décision a été prise aujourd'hui, c'était au cours de la 62e assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ange Makadi et Jires Chimanga. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se sont réunis aujourd'hui en leur 62e session extraordinaire pour examiner quelques dossiers de régulation concernant des journaux de la presse écrite, mais également des médias de l'audiovisuel. Il s'agit notamment des journaux La Percée, Avis d'appel, Congo Nouveau, La Dépêche. Ces différents journaux n'ont pas répondu aux invitations du Conseil pour présentation des moyens de défense et pour cette raison des refus de présenter des informations au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Conformément à la loi, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont décidé la suspension de 15 jours de tous ces journaux. Les membres du Conseil ont également décidé l'organisation de la vulgarisation de la directive sur le pluralisme politique dans les médias. Et si vous vous souvenez, il y a 2-3 mois, le Conseil a pris cette directive et le Conseil décide d'organiser à partir de la semaine prochaine la vulgarisation de cette directive ici même au siège du Conseil, étant donné que les moyens sont limités pour pouvoir discuter avec les responsables des médias sur cette directive, mais également de la présenter aux différents opérateurs médiatiques. Les membres du Conseil ont également examiné des cas de fermeture des médias dans les provinces et ont décidé de rencontrer le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur pour discuter, pour présenter les préoccupations du Conseil par rapport aux décisions qui sont prises par les autorités politico-administratives dans les provinces en ce qui concerne les médias. En sport, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 sera donné ce samedi. Le match d'ouverture opposera à 17 h le pays hôte à la Guinée-Bissau. Les Léopards feront leur entrée en compétition lundi prochain à 20 h contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Et à Kinshasa, il y a déjà une forte mobilisation. Hier, jeudi par exemple, le ministre des Sports a échangé avec les autorités coutumières et les chefs des confessions religieuses. Un seul message: les soutiens total aux Léopards. Hermione Yonvou et Magali Kanda. Soyez les bienvenus. Oh, Likamba Mabele.
Dans sa campagne de sensibilisation au soutien aux léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre samedi au Gabon, le ministre des Sports et Loisirs a eu une séance de travail avec le chef coutumier. Un seul message, le soutien des autorités coutumières à Florent Ibenge et sa bande. Willy Bakonga a remis quelques cadeaux au chef coutumier conformément à la tradition africaine. Le ministre a voulu avoir notre contribution parce qu'effectivement c'est la réussite congolaise, c'est une compétition congolaise qui voudrait qu'on puisse associer toute la communauté congolaise, ce qui nous a réjouis. Comme tout parent qui est toujours content de voir qu'il soit reconnu par sa descendance. Le geste du ministre est très louable parce que non seulement il reconnaît la présence de l'autorité coutumière qui est constitutionnelle, mais également le pouvoir de l'autorité coutumière qui est détenteur du pouvoir de terre congolaise et donc des esprits congolais. Quand on veut parler léopard, c'est les totems congolais. Juste après, Willy Bakonga a pris langue avec le chef des confessions religieuses. Il a sollicité leur prière pour que la grâce divine accompagne les léopards tout au long de la compétition. Willy Bakonga a remis une enveloppe d'action de grâce à ses hôtes. La 31e édition de la CAN se tient au Gabon du 14 janvier au 5 février. En marge de cette compétition, le groupe Canal+, République démocratique du Congo, annonce à ses abonnés la retransmission de l'intégralité de la compétition. Le groupe Canal+, l'a dit ce vendredi, c'était au cours d'un point de presse. Bienvenue Babois et Serge Mitelesi. Pour la deuxième fois de son histoire, le Gabon accueille ce grand rendez-vous du football africain qui est la Coupe d'Afrique des Nations. À cette occasion, Canal+ RDC annonce qu'elle va diffuser en intégralité les 32 matchs que réserve la CAN Total 2017. La CAN Total, en fait, Total 2017 qui se tient au Gabon. En fait, on voulait vous présenter pour cette 31e édition le dispositif qui a été mis en place, à savoir la diffusion des 32 matchs de la compétition sur nos chaînes Canal+ Sport, notamment Sport 1 et Sport 2. Il y en aura 28 sur Canal+ Sport 1 et 4 sur Canal+ Sport 2. Nous voulions également vous présenter les experts, les consultants qui vont être là pour animer les matchs, pour commenter ces matchs et également pour commenter et animer les magazines qui ont été édités spécialement pour cette compétition. Dans le souci d'être encore plus proche de ses abonnés et donner la chance à tout le monde de suivre la CAN 2017, l'achat du kit a été revu à la baisse. Il passe de 23 000 francs congolais à 15 000 francs congolais. Mesdames, Messieurs, et tout à l'heure à 20h, vous suivrez le tout premier numéro de l'émission sportive Shona Show dans une présentation de Magali Kanda. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la reprise officielle des entraînements du FC Renaissance du Congo. Alors, pour vous mettre des friandises dans la bouche, suivant cette annonce de l'émission. Banakin bambote na bino merci mingi na ndenge boyambi nga na bandako na bino pona beti na nga porte na koti na nga me bino bondimi na bino nga. Donc toye na ba maya sika na Numérica TV et salema te ezala nango jamais kaka awa musidon place mususu te. Biso na bino tobetaka système a lukoji na lukoji. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent lire les journaux. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Mouine Mouroufel. Revue de presse. Poursuite des négociations politiques au centre interdiocésain. Enfin, quelque chose de concret dans la soirée de jeudi. Le format du futur gouvernement est arrêté à 46 membres, dont 37 ministres et 9 adjoints. Malgré tout, le phare estime que l'atmosphère est restée lourde entre ceux qui soutiennent le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État à désigner le Premier ministre sur une liste de 7 candidats issus du rassemblement
et ceux qui pensent naturellement que l'on devrait s'en passer. La prospérité se réjouit presque du consensus dégagé autour du prochain gouvernement, tout en relevant les inquiétudes d'Hervé Lassou, un des secrétaires généraux adjoints de l'ONU, qui estime que l'accord conclu le 31 décembre aura bien du mal à être mis en œuvre. Parmi les raisons, l'élaboration effective du fichier électoral. Le format du gouvernement arrêté, Forum des As n'en reste pas moins dubitatif, car avec les politiques congolais, rien n'est jamais simple. Et l'épiscopat, qui assure la médiation, l'aura appris à ses dépens. Telle cette citation de Monseigneur Fridolin Ambongo que je cite: « Quand vous êtes avec les politiciens, vous n'avez pas le contrôle mathématique de votre temps. » Fin de citation. Après le nombre des ministres, il reste maintenant à désigner le premier d'entre eux. Selon la tempête des tropiques, des divergences persistent encore sur le nombre des candidats primaturables que l'UDPS doit présenter à l'entérinement du chef de l'État. Remarquez ici que le journal parle de l'UDPS et non plus du Rassemblement. Le pays rentre dans un long week-end avec la double commémoration lundi et mardi prochain des disparitions tragiques de Patrice Emery Lumumba et d'Mzé Laurent Désiré Kabila à 40 ans d'intervalle. Forum des As fournit quelques conseils sur la manière de commémorer les deux héros nationaux au quotidien. Par exemple, les Congolais, en commençant par leurs dirigeants, devraient s'approprier le combat des deux héros en gérant autrement la chose publique, c'est-à-dire en plaçant l'intérêt général au-dessus des équations personnelles. Simplement parce que l'indépendance et la liberté finissent par devenir des mots désincarnés lorsque la majorité silencieuse s'aperçoit que les richesses du pays profitent seulement à une clique de compatriotes. À lire également dans le même journal une interview de Roland Lumumba, fils cadet de son père. Par-delà les commémorations, il invite les autorités à faire apprendre les idéaux prônés par Lumumba et Kabila. Certes, il y a un mieux, mais ce n'est pas suffisant, reconnaît-il. Vous connaissez tous l'antienne populaire « Voler n'est pas bon » qui avait même fait florès à l'hémicycle. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bochab Évariste, doit encore s'en souvenir avec amertume. Eh bien, cette fois, c'est l'avenir qui vient la paraphraser par « dénigrer n'est pas bon ». Dans les faits, le journal vient laver le président de l'Assemblée nationale accusé, avec la questeur, par certains députés d'avoir opéré des coupes dans leurs émoluments à l'issue de la session extraordinaire de la Chambre basse. Par exemple, les députés sont payés au taux de 93 000 francs congolais le dollar, sans commentaire. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention. Fin de cette édition du journal et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.